parlons-en au vu de la maison Bordier, avec le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris, Patrick Guérin, je le rappelle, qui est à nos côtés en plateau. Rebonjour Patrick. Bon, un peu les mêmes questions qu'avec Olivier, mais ce match marché-banque centrale, avec des investisseurs qui sont toujours dans l'anticipation, on pensait qu'on allait le laisser un peu derrière nous en 2022. Et c'est vrai que depuis la semaine dernière, entre la BCE et un signal politique très dur envoyé par Christine Lagarde, plus depuis 48 heures, la Banque du Japon qui surprend également les investisseurs, on se dit que ce match il va peut-être se prolonger. Je file là aussi la métaphore. Le tie-break est encore devant nous peut-être. Oui, ça c'est quelque chose qui paraît malheureusement incontestable. C'est-à-dire qu'on a bien vu que les marchés d'actions ont été extrêmement déçus par la réaction des banques centrales. Et ça n'était absolument pas du tout à des niveaux de discours comme ceux qu'on a connus de la part de la Fed et de la BCE. Il y a vraiment un décalage extrêmement fort. Et au moment où on parle, on ne sait pas qui va gagner le match, mais il va durer, sans aucun doute. Oui. Et les investisseurs l'ont montré en prenant manifestement des profits très importants, puisqu'il n'y a pas de visibilité encore sur ce que va être, comme le disait tout à l'heure très bien Olivier, le taux terminal de la Fed, parce qu'en fait on hésite, 4,80 d'un côté, peut-être ce sera 5,20, il y a débat, c'est quand même beaucoup, il y a un grand écart, et rien n'indique que la Fed ne va pas en cours de route, encore une fois, réviser à la hausse son taux terminal, ce qui forcément ajoute à la volatilité ambiante. Il faut avoir en tête, c'est peut-être un scénario de risque, c'est peut-être pas le scénario central, mais que le pic hawkishness, comme on l'a appelé, le pic de la dureté monétaire, de la restriction monétaire au global, est peut-être encore devant nous. Oui, le problème, c'est que on a un discours qui est un peu ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois un discours très dur de la part de la Fed, et en même temps des annonces qui vont dans le sens d'une réduction finalement de la stratégie de resserrement. Donc c'est pas forcément facile à lire pour les investisseurs, et ça génère encore une fois beaucoup d'incertitudes sur la trajectoire finale, et surtout sur le moment où il sera bienvenu de se repositionner sur des marchés en prenant un peu plus de risques. Aujourd'hui, c'est clairement pas encore le moment. Bon, l'année 2022, encore une fois, je le dis, a été historique à de nombreux égards. On a vu des baisses de 15% à la fois sur l'obligataire et les marchés actions, ce qui est inédit dans l'histoire des marchés depuis en tout cas contemporaine, plusieurs générations, depuis quelques générations, voilà, dans l'histoire moderne des marchés. Comment on termine cette année, Patrick, et comment on se projette pour 2023 et au-delà, bien sûr. Le choc qu'on a connu en 2022, même si 2023 a encore beaucoup d'incertitudes, on n'imagine pas que ce choc-là, on va le revivre en 2023. Je serai un peu plus prudent. Je ne sais pas. Enfin, c'est pas catégorique. C'est pas catégorique. Non, en effet, on a tous en tête les statistiques qui nous disent que lorsqu'on a une grosse baisse une année, l'année suivante, à peu près 3 fois sur 4, ça se termine mieux. Le film est plus agréable, mais c'est pas acquis. On a encore quand même énormément de zones d'incertitude devant nous. La première d'entre elles étant, comme on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, la politique monétaire de la Fed. Je ne peux pas dire au moment où on se parle si on va terminer 2023 avec une petite baisse, un plateau, une hausse, encore, j'en sais rien. Tous les scénarios sont sur la table. Moi, j'achète la perspective d'une désinflation en 2023. On peut penser ça sera vraiment, probablement le cas aux États-Unis, mais quel va être le rythme? C'est toute la question. Si elle est très progressive, cette désinflation, on peut imaginer que la Fed continuera à observer et à tenir un discours qui sera dur et par conséquent que les marchés ne vont pas forcément apprécier. Donc je me garderai bien vraiment aujourd'hui, peut-être au risque de passer pour un affreux conservateur, de tenir un discours trop optimiste pour l'année qui vient. En tout cas, chez Bordier, c'est notre position. Oui, j'entends bien. Ouais. Justement, avec toute cette prudence, Patrick, quel type de positionnement, de stratégie on a envie de mettre en place pour des clients privés, justement, au démarrage d'une année 2023 encore très incertaine? Parce que, bon, il y a de l'argent, il faut quand même le placer quelque part. Alors, il y a de l'argent, il faut le placer, mais il faut aussi tenir compte de la psychologie des investisseurs qui ont été éprouvés l'an passé. C'est une litote. Donc, on n'a évidemment pas envie de reprendre du risque trop rapidement. Il faut attendre d'avoir des points d'entrée qui permettent de le faire. Chez Bordier, traditionnellement, on favorise les valeurs de qualité et croissance, mais le faire tant que la Fed n'a pas modifié ou altéré, à la marge en tout cas, son discours
c'est absolument inenvisageable. En revanche, il faudra le faire. Il faudra savoir le faire à un moment, parce que ça va devenir indispensable de le faire. Mais le market timing, on ne le maîtrise pas encore au moment où je vous parle, Grégoire. C'est trop difficile. Donc, sans développer à nouveau ce que Olivier a très bien expliqué sur l'activité de crédit et l'intérêt de faire du portage, effectivement, c'est vers ce type d'allocation que nous allons, dans un premier temps, aller pour revenir sur un ratio couple-rendement qui nous paraît le plus adapté. Mais il faudra savoir revenir sur les actions aussi à un moment. Probablement, à l'issue du premier semestre 2023, on y verra un peu plus clair. Et en attendant, on pourra commencer par petites touches à accumuler un peu de risque action à nouveau dans les portefeuilles. On n'a pas envie, quand on est investisseur long only, de s'engouffrer trop vite dans des marchés actions, aussi déprimés, aussi décotés soient-ils, avant un épisode récessif. Il y a quelque chose d'un peu... C'est un peu contre-intuitif. Bah oui, c'est ça. Hein. Dans le playbook historique, c'est... Mais on a vu aussi, on a payé pour voir, si j'ose dire, qu'en 2022, on a eu 3 hausses successives qui ont mal terminé, mais qui... Ça ne veut pas dire qu'en 2023... Oui, 3 rallyes, vous voulez dire. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, il ne faut pas non plus être complètement à côté du marché. Parce que si le contexte macroéconomique devient un peu plus lisible, il ne faut pas attendre au dernier moment pour mettre le pied dans le bateau. J'entends bien. Les entreprises de qualité que vous aimez traditionnellement chez Bordier, elles ont démontré leur qualité à travers les épisodes qu'on a vécus, et je parle vraiment de l'activité économique, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, dans la séquence 2020 jusqu'à fin 2022. Cette qualité, elle est éprouvée, ou est-ce que c'était aussi l'occasion de faire un peu le tri, peut-être, entre des valeurs qui étaient des valeurs de qualité dans le monde d'avant, qui seront peut-être moins dans le monde d'avant? Globalement, je dirais qu'elles ont quand même démontré qu'on ne s'était pas complètement trompé. Elles ont été résilientes, mais elles n'ont pas été en mesure de résister, en revanche, à la hausse des taux. Elles ont été effectivement affectées, les multiples ont été écrasés, et donc, en termes de performance, même si les résultats et les chiffres d'affaires étaient là, en termes de performance boursière, on a souffert. Oui, bien sûr. Mais vous validez au moins que les fondamentaux de ces entreprises restent des fondamentaux de qualité. Oui, je trouve que ces périodes-là de tests un peu majeurs sont très enrichissants pour la suite. Bien sûr. Oui. Ça fait ce qui fait qu'on n'a pas envie de modifier cette stratégie, cette approche dont je vous parlais tout à l'heure, de rester dans cette logique-là, mais en ayant en tête un schéma de montée progressive en charge en fonction de l'évolution de la macro telle qu'elle se présentera à ce moment-là. Quand on cherche des actifs qui peuvent décorréler, protéger, l'or est souvent un actif qui revient sur la table. Ça n'a pas été une très bonne année pour l'or sur le plan de la performance des marchés. La force du dollar a été sans doute un vent contraire important. Est-ce que 2023 peut offrir des perspectives différentes, par exemple, pour l'or dans un portefeuille global? C'est assez difficile de répondre à cette question, en fait, de manière tranché, en effet, parce que 2021 était une année à peu près correcte pour l'or. 2022, vous l'avez évoqué à juste titre, a été une année beaucoup moins bonne, parce que le cours de l'or a évolué en sens inverse du dollar, et on a vu d'ailleurs que ces dernières semaines, c'est exactement le contraire qui se passe, puisque à la faveur de la faiblesse du dollar, l'or retrouve quelque intérêt. Après, on sait aussi que le marché de l'or physique, il est très déterminé par l'activité des banques centrales, les banques centrales qui sont très actives, qui étaient très actives au dernier trimestre sur l'or. Est-ce que ça va continuer? Je n'en sais rien. On dit souvent que l'or, c'est une manière de se protéger contre l'inflation. Bon, on a vu que ce n'était pas vrai, donc il faut arrêter avec ce genre de choses. Donc je pense que ce n'est pas forcément très opérant d'avoir en tout cas une exposition trop élevée. Alors, en détenir un peu n'importe quoi, pourquoi pas, mais marginalement. Pas davantage dans l'allocation globale. Surpondérer son allocation en or par rapport à l'allocation qu'on peut avoir habituellement sur cet actif. Oui, exactement. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Patrick, d'avoir été avec nous également en plateau pour évoquer ces enseignements de l'année 2022, très riches en matière d'enseignement, sans doute pour les investisseurs, et évoquer les perspectives d'investissement pour 2023. Patrick Guérin, qui est avec nous, je le rappelle, directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris.